Rome, en 161 de notre ère. La nuit était tombée sur la ville éternelle, enveloppant les colonnes de marbre des temples dans un linceul de crépuscule violet. Sur la colline du Palatin, au cœur même du pouvoir, où l'air semblait imprégné d'histoires de triomphes et de trahisons, régnait un silence oppressant. Dans le palais de l'empereur Antonin le Pieux, que sa piété et sa justice avaient fait surnommer le Pieux, ce n'était pas seulement le jour qui s'éteignait, mais toute une époque. L'époque de la paix, connue sous le nom de paix romaine ou en latin Pax Romana, avait atteint son apogée, son crépuscule doré, et se tenait maintenant au seuil de l'inconnu. Le vieil empereur, qui avait régné pendant 23 ans avec une sagesse et une modération sans égale depuis le légendaire roi Numa Pompilius, gisait sur son lit de mort. Sa respiration était saccadée, comme les derniers battements du cœur défaillant de l'Empire. À son chevet, dans la lueur vacillante des lampes à huile, se tenaient deux hommes, deux héritiers, dont les destins étaient inextricablement liés par la volonté de leur père adoptif et par le dessein fantasque des dieux. L'un, son neveu, était grand et bien fait, avec des traits où perçait déjà la future débauche et l'amour des plaisirs. C'était Lucius Verus. L'autre, son gendre, était d'une autre trempe, de taille moyenne, avec un regard pénétrant et pensif dans ses yeux bruns, une barbe portée par les philosophes grecs, il dégageait une aura de calme et de force intérieure qui semblait presque déplacée dans cette demeure du pouvoir suprême. Il s'appelait Marc Aurèle. Personne ne pouvait prévoir que le calme si précieusement gardé par Antonin n'était que le calme avant une tempête d'une force inouïe. De là parvenaient déjà des rumeurs inquiétantes sur des troubles dans le puissant royaume des Parthes. Au nord, au-delà du Danube, des tribus barbares, jusqu'alors endormies, commençaient à se rassembler en hordes, comme des prédateurs ayant flairé la faiblesse de leur proie. Et à l'intérieur même de l'Empire, dans ses artères, se cachait déjà une peste invisible, qui allait bientôt s'abattre sur ses villes et ses campagnes avec une fureur capable d'éclipser toute guerre. Antonin le Pieux, rassemblant ses dernières forces, s'adressa au préfet du prétoire, commandant de la garde palatine, et prononça son dernier mot de passe pour les sentinelles. Ce n'était pas le nom d'un dieu, ni un appel à la gloire, mais un seul concept latin devenu la quintessence de son règne et un testament pour l'avenir. Il prononça le mot aequanimitas, qui signifie équanimité, sérénité d'âme. Après cela, il se tourna vers le mur et s'éteignit doucement, comme s'il s'endormait. Au moment où tout le souffle du vieil empereur s'interrompit, tout le poids du monde, toute la responsabilité du destin de dizaines de millions d'âmes, retomba sur les épaules de l'homme qui désirait le moins au monde ce pouvoir. Un homme qui rêvait du silence d'une école philosophique, de conversation avec des sages, de la recherche de la vérité dans les profondeurs de sa propre conscience. Mais les dieux, ou le destin, auxquels il croyait si fort, en décidèrent autrement. L'ère de la tranquillité était terminée. Commençait l'ère de Marc Aurèle, une ère de guerre, de peste, de rébellion et du plus grand exploit philosophique. C'est l'histoire du dernier des 5 bons empereurs, le philosophe sur le trône, dont la vie devint un poème tragique sur le devoir, l'honneur et la lutte éternelle de l'homme contre son destin et contre lui-même. Une histoire gravée non seulement sur des arcs de triomphe, mais aussi sur les pages d'un journal intime, écrit dans une tente de campagne sur les rives gelées du Danube, au son des cors barbares et au murmure de l'éternité. Avant que le philosophe en toge pourpre ne règne sur la colline du Palatin, dans les jardins tranquilles du mont Célius, loin de l'éclat de la cour impériale, grandissait un garçon destiné à devenir ce philosophe. Il s'appelait Marcus Annius Verus. Dans ses veines coulait le sang d'anciens aristocrates italiques et de richissimes sénateurs espagnols, mais son âme, dès son plus jeune âge, aspirait non pas à l'or et au pouvoir, mais aux étoiles, à la connaissance,
à la rude simplicité de la sagesse stoïcienne. Personne n'aurait pu alors imaginer que cet enfant sérieux et pensif coifferait un jour la couronne impériale. Son chemin vers le sommet du pouvoir sera sinueux et paradoxal, tracé non pas par ses ambitions, mais par une succession de morts, et par la volonté étrange de l'un des empereurs les plus énigmatiques de Rome. Marc Aurèle naquit le 26 avril de l'an 121 à Rome, dans l'une des familles les plus nobles et les plus influentes de son temps. Son nom complet à la naissance était Marcus Annius Verus, et ce nom seul était un signe d'appartenance à la plus haute strate de la société romaine. L'agent Annia, dont il était issu par son père, avait des racines italiques, mais s'était élevé grâce aux richesses incommensurables amassées dans la province espagnole de Bétique, centre de production d'huile d'olive, que l'on appelait à l'époque l'or liquide du monde antique. Son arrière-grand-père, Marcus Annius Verus l'Ancien, fut le premier de la lignée à atteindre le rang sénatorial, et son grand-père, qui portait le même nom, occupa à 3 reprises la fonction de consul, ce qui était un honneur exceptionnel, et fut même préfet de Rome. Le père du futur empereur, également Marcus Annius Verus, fit une carrière de prêteur brillante bien que courte, mais mourut alors que son fils n'avait que 3 ans. La mère de Marc, Domitia Lucilla Minor, était également issue d'une famille consulaire ayant hérité d'une immense fortune qui comprenait une grande briqueterie à la périphérie de Rome. Cette usine n'était pas une simple source de revenus, mais un atout stratégique, fournissant des matériaux pour la construction grandiose qui se déroulait dans tout l'Empire. Ainsi, dès sa naissance, Marc fut entouré non seulement de luxe, mais aussi d'une atmosphère de responsabilité, de gestion et de service à l'État. Après la mort de son père, il fut adopté par son grand-père paternel, et le garçon grandit dans son domaine sur le mont Célius, dans une atmosphère de rigueur patriarcale, de respect des traditions ancestrales et de profonde religiosité. Son enfance fut exemplaire pour un jeune aristocrate. Il reçut une brillante éducation à domicile. Dès son plus jeune âge, il fit preuve d'un sérieux et d'un goût pour le savoir extraordinaire. Dans ses pensées, il se souviendra avec gratitude de ses premiers précepteurs. De son arrière-grand-père, il apprit la bonne moralité et l'absence de colère. De la mémoire de son père, la modestie et la virilité. De sa mère, la piété et la générosité, ainsi que l'abstinence non seulement des mauvaises actions, mais aussi des mauvaises pensées. Cependant, un véritable bouleversement dans sa conscience se produisit à l'âge de 11 ans. C'est alors qu'il fit la connaissance du peintre et philosophe Dionyète. Ce précepteur ne lui enseigna pas seulement la peinture. Il lui ouvrit un monde entièrement nouveau, le monde du stoïcisme. Dionyète inspira au jeune Marc le mépris des vaines superstitions, des récits de miracles et d'incantations. Il lui apprit à ne pas croire les calomniateurs, à s'adonner à la philosophie et à écrire des dialogues philosophiques. Sous l'influence de Dionyète, Marc se passionna tellement pour l'ascèse stoïcienne que cela commença à inquiéter sa mère. Il se mit à dormir sur le sol nu, couvert seulement d'un manteau grossier, et ce n'est qu'avec de grandes difficultés que Domitia Lucilla réussit à le persuader de retourner sur un lit couvert de peau. Cet épisode n'est pas une simple foucade de jeunesse. C'est la première lueur de cette volonté inflexible et de cette aspiration à la maîtrise de soi qui deviendront l'épine dorsale de sa personnalité pour le reste de sa vie. Il revêtit le manteau du philosophe, une sorte de air qui s'opposait symboliquement à la toge pourpre du sénateur, et, comme il s'est avéré, le porta dans son âme même lorsqu'il fut contraint de revêtir la pourpre impériale. Le destin du garçon prit un tournant décisif lorsque l'empereur Adrien lui-même le remarqua. Adrien, qui régna de 117 à 138, était une figure complexe et contradictoire. Esthète, voyageur, poète, architecte et en même temps politicien impitoyable. Il était marié à Vibia Sabina, une parente éloignée de Marc. Observant le garçon sérieux et sincère, Adrien se prit d'affection pour lui et le surnomma en plaisantant Verissimus,
ce qui signifie en latin « le très vrai », jouant subtilement avec son nom de famille Verus, qui se traduit aussi par « vrai ». Cette faveur impériale n'était pas un simple compliment, mais un signe. À l'âge de 6 ans, Marc fut admis au collège des Saliens, gardien des boucliers sacrés, ce qui était un immense honneur. Il s'acquitta de ses devoirs avec zèle, apprenant par cœur tous les hymnes et rituels anciens. Mais le véritable drame se joua autour de la succession au trône. Adrien n'avait pas d'enfant et la question de son successeur était aiguë. En 136, il adopta Lucius Aelius Verus, un aristocrate brillant mais de santé fragile, et pour renforcer ses positions dynastiques, fiança le jeune Marc à la fille d'Aelius, Seionia. Marc, qui n'avait que 15 ans, se soumit à la volonté de l'empereur. Cependant, le destin intervint de nouveau. Le 1er janvier 138, Lucius Aelius Verus mourut subitement. Hadrien, lui-même déjà gravement malade et au seuil de la mort, dut prendre d'urgence une nouvelle décision. Et elle se révéla l'une des plus étranges et des plus clairvoyantes de l'histoire de Rome. Quelques semaines seulement après la mort d'Aelius, le 25 février 138, Hadrien adopta un sénateur de 51 ans, Titus Aurelius Fulvus Boionius Arius Antoninus, le futur empereur Antonine. Mais il lui posa une condition inébranlable. Antonine, à son tour, devait immédiatement adopter 2 jeunes hommes. Le premier était le fils du défunt Lucius Aelius Verus. Lucius Verus, âgé de 7 ans. Le second, le neveu d'Antonine, Marcus Annius Verus, âgé de 17 ans. Ainsi, en un seul jour, par la volonté d'un empereur mourant, la vie de Marc bascula. Il devint Marcus Aelius Aurelius Verus, membre de la famille impériale et héritier potentiel du trône. Ses fiançailles avec Seionia furent rompues, et il devait maintenant épouser la fille de son nouveau père adoptif, Annia Galeria Faustina Minor. Il fut arraché au monde familier des conversations philosophiques et des jardins tranquilles et jeté au cœur des intrigues politiques. Le chemin vers le trône était ouvert. Mais ce n'était pas le chemin qu'il avait choisi lui-même. C'était le chemin du devoir, tracé pour lui par d'autres. Et le jeune stoïcien l'accepta avec le même sérieux qu'il avait autrefois accepté le manteau du philosophe. Le destin du jeune Marc semblait scellé. Il était l'héritier de l'héritier, un prince dont l'avenir était tracé pour les décennies à venir. Mais si le trône n'était pas un but, mais seulement un prélude long, presque infini, si l'attente du pouvoir devenait la plus grande leçon de sa vie. Pendant 23 ans, Marc Aurèle vécut dans l'ombre de son père adoptif, l'empereur Antonin le Pieux. Ce fut une période d'apprentissage long et scrupuleux, un temps où son caractère se forgea et son esprit s'aiguisa. Mais ce fut aussi un temps de lutte intérieure, de tiraillement entre l'attrait de la philosophie et les exigences implacables de la fonction publique, entre le silence de la bibliothèque et le bruit du forum romain. Ces 2 décennies de paix et de tranquillité transformeront le jeune homme en un homme mûr. Mais elles seront aussi la dernière page paisible de l'histoire de sa vie et de celle de tout l'Empire. Le règne d'Antonin le Pieux, qui dura de 138 à 161, est entré dans l'histoire comme l'âge d'or de l'Empire romain, l'apogée de la Pax Romana. Ce fut une époque de stabilité, de prospérité et d'absence quasi totale de grandes guerres. Antonine lui-même était un modèle de souverain, modeste, juste, méticuleux dans les affaires et profondément respectueux du Sénat. Il ne quitta jamais l'Italie, gouvernant l'immense empire depuis son domaine de Laurium, donnant l'exemple de la modération et de l'économie. Et pour le jeune Marc Aurèle, il devint non seulement un père adoptif et un empereur, mais le principal maître de vie et de gouvernement. Dans ses pensées, Marc décrit l'image d'Antonin avec la plus profonde gratitude et admiration. Il apprit de lui la douceur, une fidélité inébranlable aux décisions mûrement réfléchies, une absence totale de vanité, l'amour du travail et la persévérance.
Il observait comment Antonin écoutait attentivement quiconque proposait quelque chose d'utile au bien commun. Comment il savait garder ses amis, sans en être rassasié ni tomber dans une passion ardente. Comment il était autosuffisant en tout. C'était l'incarnation vivante de l'idéal stoïcien du sage au pouvoir. Et Marc s'imprégna de cet exemple chaque jour pendant 23 ans. Immédiatement après son adoption, Marc s'installa dans les appartements privés d'Adrien dans la Domus Tiberiana sur le Palatin. Son statut changea. En 139, à l'âge de 18 ans, il fut nommé César, c'est-à-dire héritier officiel. Il obtint le droit de parler au Sénat. Son nom commença à être frappé sur les monnaies. Antonin l'initia méthodiquement et progressivement aux affaires de l'État. Marc occupa les fonctions de consul, pour la première fois en 140, reçut la puissance tribunicienne et le pouvoir proconsulaire suprême, partageant avec l'empereur toutes les charges du gouvernement. Il étudia la jurisprudence sous la direction des plus grands juristes de l'époque, comme Lucius Volusius Maetianus, et devint bientôt lui-même un connaisseur faisant autorité en matière de loi, participant aux sessions judiciaires. Cependant, parallèlement à son activité d'État, son éducation philosophique se poursuivait et atteignit alors son apogée. Antonin, voyant la passion de son fils adoptif pour la sagesse, l'entoura des plus brillants esprits de l'époque. Parmi ses précepteurs figuraient le péripatéticien Claudius Severus, le platonicien Alexandre de Séleucie, mais la place principale était occupée par deux hommes, le stoïcien Quintus Junius Rusticus et le rhéteur Marcus Cornelius Fronto. Junius Rusticus, petit-fils du célèbre martyr stoïcien Arulenus Rusticus, exécuté sous l'empereur Domitien, devint pour Marc le principal guide dans le monde du stoïcisme. C'est lui, comme l'écrit Marc lui-même, qui lui donna à lire les « Entretiens d'Épictète » qui devinrent pour le futur empereur un livre de chevet. Rusticus lui apprit à ne pas se laisser séduire par l'élégance rhétorique, à écrire des lettres simples et surtout lui montra que la philosophie n'est pas une théorie abstraite, mais un guide pratique pour la vie, l'art de corriger et de soigner son propre caractère. Ses relations avec Fronto, l'avocate et l'orateur le plus célèbre de son temps, furent tout à fait différentes. Fronto fut le précepteur de Marc et de Lucius Verus en rhétorique latine. La correspondance conservée entre lui et Marc est un document inestimable qui révèle le monde intérieur du futur empereur. Fronto adorait son élève, mais sa passion excessive pour la philosophie l'inquiétait. Il tenta de convaincre Marc que pour un futur souverain, l'art de l'éloquence, la maîtrise de la parole pour persuader le Sénat et le peuple, était plus important que les paradoxes stoïciens. Il lui écrit « Car si tu ôtes à l'éloquence la capacité de magnifier ce qui est petit, de diminuer ce qui est grand, d'exposer l'ancien d'une manière nouvelle, alors ton philosophe errera nu et mendiera. » Marc, tout en respectant son maître, défendit poliment mais fermement son choix. Dans ses lettres transparaît une lassitude de la rhétorique vide, de la recherche de mots rares, du style ampoulé. Il écrit à Fronto son amour pour la philosophie. « Quant à moi, je renoncerai plus volontiers à la vie qu'à l'aspiration à la sagesse. » Ce conflit entre la rhétorique et la philosophie, entre les faits extérieurs et la vérité intérieure, fut au centre de sa formation spirituelle. Il choisit la vérité. Il choisit le stoïcisme non pas comme un exercice intellectuel, mais comme la seule façon possible de vivre dignement. En 145, un événement important eut lieu. Marc épousa sa cousine Germaine, la fille d'Antonin, Faustine la jeune. Il avait 24 ans, elle environ 15. Leur mariage, qui dura 30 ans, fut complexe et suscita de nombreuses rumeurs. Les historiens antiques, en particulier les auteurs peu fiables de l'Histoire Auguste, accusèrent Faustine de nombreuses infidélités, de débauches, de liaisons avec des gladiateurs et des marins. Cependant, Marc lui-même, dans ses pensées, parle d'elle avec un amour et une tendresse constants,
remerciant les dieux pour une épouse si obéissante, si aimante et si simple. Il appréciait son dévouement et son soutien. Au cours de leur mariage, ils eurent au moins 13 enfants, mais la plupart moururent en bas âge ou dans leur jeunesse, ce qui fut pour Marc une série de très lourdes tragédies personnelles. Seuls survécurent son fils Commode et 4 filles. Les années passaient. Marc remplissait assidûment ses devoirs, restant dans l'ombre du pieux empereur. Il était l'héritier idéal, loyal, travailleur, modeste. Il ne complotait pas, ne cherchait pas à accélérer son accession au pouvoir. Au contraire, l'idée du pouvoir suprême l'effrayait. Il y voyait non pas un privilège, mais un lourd fardeau, un service qui lui ôterait ce qu'il avait de plus cher. Le temps pour la solitude et les réflexions philosophiques. Il apprenait à gouverner l'Empire, mais il apprenait encore plus assidûment à se gouverner lui-même. Et cette longue, presque méditative attente de 23 ans fut la préparation idéale aux terribles épreuves qui s'abattront sur lui au moment même où il revêtira enfin la toge pourpre d'empereur. Rome n'avait jamais rien vu de tel, un empereur meurt, et un seul héritier doit monter sur le trône. Il en avait toujours été ainsi, mais en ce froid jour de mars de l'an 161, lorsque le Sénat se réunit pour transférer le pouvoir à Marc Aurèle, l'impensable se produisit. L'héritier, au seuil du pouvoir absolu, renonça volontairement à sa plénitude. Il exigea qu'à ses côtés, avec des titres et des honneurs égaux, se tint son frère adoptif, Lucius Verus. Ce n'était pas un simple acte de modestie ou d'amour fraternel. C'était un précédent politique qui changea à jamais la nature du pouvoir impérial à Rome. Pourquoi le philosophe qui méprisait l'agitation du monde partagea-t-il son fardeau? Était-ce une manifestation de l'humilité stoïcienne ou un coup de génie d'un politicien visionnaire qui entendait déjà le grondement de la tempête approcher et comprenait qu'il ne pourrait y faire face seul? Après la mort d'Antonin le Pieux le 7 mars 161, le Sénat proclama à l'unanimité Marc Aurèle seul empereur. Tous les titres de son prédécesseur, Auguste, grand pontife, père de la patrie, lui furent offerts à lui seul. Lucius Verus, son frère par adoption, restait dans l'ombre, comme du vivant d'Antonin. Mais Marc, à la stupéfaction des sénateurs, refusa d'accepter le pouvoir seul. Il déclara qu'il n'entrerait pas en fonction si Lucius ne recevait pas absolument les mêmes pouvoirs que lui. Cette décision était sans précédent. Pour la première fois dans l'histoire de l'Empire romain, il y avait 2 souverains de plein droit, 2 Augustes. Marc, en tant qu'aîné en âge et en autorité, restait sans aucun doute la figure principale. Il prit le titre de grand pontife, en latin Pontifex Maximus, que seul un homme pouvait porter, mais formellement leur pouvoir était égal. Lucius Verus, qui avait alors environ 30 ans, de simple héritier devint co-empereur. Il prit le nom de Lucius Aurelius Verus Augustus, tandis que Marc fut officiellement appelé Marcus Aurelius Antoninus Augustus. Les motifs de cet acte font encore l'objet de débats parmi les historiens. D'une part, c'était un acte d'une fidélité étonnante à la volonté d'Adrien, qui avait initialement destiné le trône à tous deux. C'était une manifestation du principe stoïcien de justice et de partage du fardeau. Marc, peut-être, ne désirait sincèrement pas la plénitude du pouvoir et jugeait juste de le partager. D'autre part, c'était une démarche politique extrêmement perspicace. Lucius Verus était populaire auprès des soldats. Il était tout le contraire du pensif et sérieux Marc. Il était beau, charmant, amateur de festins, de chasse et de combats de gladiateurs. En le faisant co-empereur, Marc non seulement neutralisait un rival potentiel qui aurait pu devenir le centre de l'opposition, mais il se dotait aussi d'une sorte de ministre de la Défense, capable de prendre le commandement des troupes dans les guerres à venir. Marc, philosophe et juriste, préférait rester à Rome, s'occupant de l'administration civile, tandis que le plus belliqueux Lucius pouvait partir au front.
Peut-être Marc prévoyait-il déjà qu'il serait impossible de gouverner seul un empire au seuil d'une guerre totale sur plusieurs fronts. Et les tempêtes ne se firent pas attendre. Le sombre âge d'or d'Antonin prit fin le jour même de sa mort. Comme un mauvais génie sorti de sa bouteille, les malheurs s'abattirent sur l'Empire. Peu après l'accession au pouvoir des nouveaux empereurs, le Tibre sortit de son lit, inondant les quartiers bas de Rome. L'inondation détruisit d'énormes réserves de céréales dans les entrepôts de l'État, ce qui entraîna la famine et une forte hausse des prix des denrées alimentaires. Marc et Lucius prirent immédiatement des mesures, organisant l'acheminement de céréales depuis les provinces et contrôlant personnellement leur distribution, ce qui prévint des émeutes. Mais ce n'était que le début. Des menaces bien plus graves s'accumulaient aux frontières. Des troubles commencèrent en Bretagne. Sur la frontière germanique, la tribu des Chattes envahit les provinces de Germanie supérieure et de Rhétie. Mais le coup le plus terrible vint de l'Est. Le royaume des Parthes, rival ancien et le plus puissant de Rome en Orient, décida de profiter du changement de pouvoir dans l'Empire. Le roi Vologèse IV, souverain ambitieux et belliqueux, jugea le moment idéal pour une revanche. À l'automne 161, les troupes parthes envahirent l'Arménie, qui était un état tampon entre les deux empires. Ils chassèrent le protégé de Rome et installèrent leur propre candidat sur le trône. Puis les Parthes marchèrent sur la Syrie. Le légat de Cappadoce, Marcus Sedatius Severianus, un Gaulois suffisant qui croyait aux prédictions du faux prophète Alexandre d'Abonotique, se jeta sur l'ennemi avec une seule légion. À la bataille d'Elegeia, son armée fut complètement anéantie, et Severianus lui-même se suicida. La voie vers le cœur de l'Orient romain était ouverte. La panique s'empara de la Syrie. La situation était critique. Une intervention immédiate et décisive était nécessaire, et c'est là que le plan de Marc avec 2 empereurs commença à fonctionner. Il fut décidé que Lucius Verus se rendrait personnellement en Orient et prendrait la tête de l'armée romaine. Pour Marc, c'était la solution idéale. Lui-même, en tant que stratège et administrateur en chef, restait à Rome pour gouverner l'État, contenir la menace germanique et lutter contre les conséquences de la famine. Lucius, dont la réputation exigeait des exploits militaires, obtenait sa chance de se couvrir de gloire. En 162, Lucius Verus partit en campagne avec une grande pompe. Son voyage vers l'Orient ressemblait plus à une marche triomphale qu'au transfert précipité d'un commandant en chef. Il s'arrêta dans de nombreuses villes, organisa des festins et des chasses, profitant du luxe des provinces orientales. Les sources antiques le dépeignent comme un viveur frivole qui passait son temps en divertissement à Antioche, pendant que ses généraux menaient de la guerre. Cependant, les historiens modernes considèrent ce tableau comme exagéré. Lucius n'était peut-être pas un général de génie, mais il était le symbole du pouvoir impérial sur le front. Il rassembla une armée des plus puissantes, s'adjoignit les meilleurs généraux, tels que Statius Priscus et surtout Caius Avidius Cassius. Ce sont précisément ces chefs militaires talentueux qui furent les véritables architectes de la victoire. La guerre fut longue et sanglante. Elle dura 4 ans, de 162 à 166. Les Romains agirent de manière méthodique et cruelle. D'abord, ils chassèrent les Parthes d'Arménie, détruisant sa capitale Artaxata. Puis la guerre se déplaça en Mésopotamie. En 165, Avidius Cassius prit d'assaut et incendia complètement les 2 plus grandes villes de Parthie, Séleucie du Tigre et la capitale Ctésiphone. Ce fut un coup dévastateur dont le royaume des Parthes ne se remit jamais. En 166, Vologèse IV fut contraint de demander la paix. Rome annexa le nord-ouest de la Mésopotamie, rétablit son contrôle sur l'Arménie et revint avec un immense butin. La victoire était complète. En octobre 166, Marc et Lucius célébrèrent à Rome un triomphe grandiose.
Les deux empereurs prirent le titre de Particus Maximus. Les fils de Marc, Commode et Annius Verus, reçurent le titre de César. Il semblait que la première tempête était passée et que l'Empire, sous la sage direction des deux Augustes, avait prouvé sa puissance indestructible. Mais les chars triomphaux qui entraient à Rome n'apportaient pas seulement la gloire et les trophées. Dans les trains de bagages, parmi les légionnaires de retour, se cachait un ennemi invisible et impitoyable qui apporterait à l'Empire bien plus de morts et de souffrances que toutes les flèches partent. Commençait l'ère de la Grande Peste. Rome était en liesse. Les rues étaient jonchées de fleurs, l'air vibrait des cris d'enthousiasme de la foule. Les deux empereurs, Marc et Lucius, dans des chars dorés, se dirigeaient vers le Capitole, menant derrière eux des prisonniers parthes et exhibant les trésors incalculables de l'Orient. Le triomphe de l'an 166 fut l'apogée de la gloire, le symbole de l'invincibilité des armes romaines. Mais tandis que la ville s'enivrait de sa victoire, dans ses quartiers exigus et ses villas luxueuses, un ennemi invisible avait déjà commencé sa moisson silencieuse et mortelle. Les légionnaires, de retour d'Orient, avaient rapporté avec eux non seulement la victoire, mais aussi une épidémie qui entrera dans l'histoire sous le nom de peste antonine. Cette épidémie deviendra une catastrophe démographique qui sappera les forces de l'Empire, dévastera ses villes et ses campagnes et changera à jamais le visage du monde romain. Le plus grand triomphe se mua en la plus grande tragédie. La victoire sur la Parthie était incontestable. Les aigles romains planaient de nouveau sur la Mésopotamie. Lucius Verus, de retour à Rome, se baignait dans les rayons de la gloire. Marc Aurèle, en tant que souverain suprême, partagea avec lui tous les honneurs. Il fiança même sa fille aînée, Lucilla, âgée de 12 ans, à Lucius, âgé de 36 ans, renforçant encore leur alliance dynastique. L'Empire semblait à l'apogée de sa puissance. Mais c'est à ce moment de triomphe que les premiers signes de la catastrophe commencèrent à se manifester. Les soldats revenant de Mésopotamie commencèrent à mourir d'une étrange maladie. Bientôt, elle se propagea à la population civile. L'épidémie, qui avait apparemment éclaté pendant le siège de Séleucie en 165, se répandit maintenant, avec le retour de l'armée, dans tout l'Empire à la vitesse d'un feu de forêt. Elle suivait les routes commerciales, pénétrant dans les coins les plus reculés du monde romain, de la Syrie à la Gaule et aux rives du Rhin. C'était la peste antonine, ainsi nommée d'après le nom de famille de Marc. Les chercheurs contemporains, se basant sur les descriptions des symptômes laissés par le célèbre médecin Galien, supposent qu'il s'agissait d'une épidémie de variole hémorragique, l'une des formes les plus mortelles de cette maladie. Galien, qui observa personnellement les malades à Rome, décrivit la fièvre, la diarrhée, l'inflammation de la gorge et, ce qui est le plus caractéristique, des éruptions cutanées noires ou rouges foncées qui se couvraient de croûte après quelques jours. La mortalité était effroyable. Dans certaines régions, on estime que jusqu'à un tiers de la population périt. À Rome même, des milliers de personnes mouraient chaque jour. Les corps étaient brûlés sur d'immenses bûchers ou jetés dans des fosses communes. Les conséquences de l'épidémie furent catastrophiques et multiples. Il y eut un véritable effondrement démographique. L'Empire perdit, selon diverses estimations, de 7 à 10 millions de personnes, et certaines sources citent des chiffres allant jusqu'à 15 ou 20% de la population totale. Des villages et des villes entiers se dépeuplèrent. L'armée fut particulièrement touchée. Les légions stationnées aux frontières fondaient à vue d'œil, ce qui affaiblit considérablement la capacité de défense de l'État. Marc Aurèle dut prendre des mesures extrêmes, recrutant dans l'armée des esclaves, des gladiateurs et même des barbares d'outre-Rhin, ce qui était auparavant impensable. Une crise économique commença. La forte baisse de la population entraîna une pénurie de main-d'œuvre dans l'agriculture et l'artisanat. Les champs restaient en friche
Les mines étaient abandonnées. La production chuta, le commerce stagna. Les recettes fiscales de l'État diminuèrent considérablement, tandis que les dépenses, en particulier pour l'armée, ne faisaient qu'augmenter. Pour couvrir le déficit budgétaire, Marc Aurèle fut contraint de recourir à l'avilissement de la monnaie en réduisant la teneur en argent du denier, ce qui à long terme stimula l'inflation. La société subit un choc social et psychologique. Elle fut saisie de panique et de désespoir. Les gens ne comprenaient pas les causes de la maladie et y voyaient un châtiment des dieux. Des persécutions contre les chrétiens, accusés d'avoir attiré la colère des dieux par leur refus de vénérer les idoles romaines traditionnelles, commencèrent dans tout l'Empire. Les cas de lynchage et de procès se multiplièrent, le plus célèbre étant le procès des martyrs de Lyon en 177. Toutes sortes de superstitions se répandirent, les magiciens et les charlatans qui vendaient des amulettes et des incantations prospérèrent. Les gens cherchaient le salut dans des cultes mystiques, comme le culte de l'égyptienne Isis ou de la phrygienne Cybèle. Marc Aurèle, en tant que souverain suprême et grand prêtre, se retrouva au centre de cette tempête. Sa réaction fut un modèle de sang-froid stoïcien et de sens du devoir. Il ne céda pas à la panique. Au lieu de cela, il prit une série de mesures décisives. Premièrement, il tenta d'apaiser les dieux. De grandioses cérémonies religieuses furent organisées à Rome, y compris des lectisternes, c'est-à-dire des banquettes rituelles pour les dieux, dont les statues étaient placées sur des lits spéciaux. Les prêtres de tous les cultes furent convoqués. De nombreux sacrifices furent accomplis. Ils tentaient de restaurer la Pax Deorum, la paix avec les dieux, que les Romains considéraient comme le garant de la prospérité de l'État. Deuxièmement, il organisa la lutte pratique contre les conséquences de la peste. Des lois furent promulguées pour réglementer les enterrements et l'hygiène des villes. Le grand médecin Galien fut appelé à Rome et nommé médecin personnel de la famille impériale. Ses connaissances furent utilisées pour lutter contre l'épidémie, bien que la médecine antique fût impuissante contre le virus. Troisièmement, et ce fut le geste le plus stupéfiant, il s'attaqua à la crise financière. Le trésor était vide. Pour trouver de l'argent pour entretenir l'armée et soutenir l'État, Marc Aurèle organisa en 169 sur le forum de Trajan une vente aux enchères sans précédent. Il mit en vente les biens personnels de la famille impériale. Vaisselle d'or et d'argent, coupes précieuses, vêtements luxueux de sa femme Faustine, soieries brodées d'or, œuvres d'art rares ayant appartenu à Hadrien. La vente aux enchères dura 2 mois et rapporta au trésor une somme énorme, permettant de poursuivre la gestion des affaires de l'État sans introduire de nouveaux impôts. Cet acte produisit une impression énorme sur les Romains. L'empereur vendant ses biens personnels pour sauver l'État devint un symbole vivant de service et de sacrifice. La peste sévit au moins jusqu'en 180, s'apaisant parfois pour reprendre avec une nouvelle vigueur. Elle devint la toile de fond sombre de tout le règne ultérieur de Marc Aurèle. Elle épuisa l'Empire, le rendant vulnérable, et les ennemis ne se firent pas attendre. Tandis que Rome luttait contre un ennemi invisible à l'intérieur, sur ses frontières septentrionales s'amoncelaient déjà les nuages d'une nouvelle guerre, encore plus terrible. L'Empire affaibli, exsangue, était au seuil des guerres marcomanes, le conflit le plus cruel et le plus long depuis les guerres puniques. Le triomphe en Orient se mua en prologue à une lutte pour la survie en Occident. La frontière du Danube, connue sous le nom de l'hymne danubien, avait longtemps été considérée comme relativement calme. Les légions s'ennuyaient dans leurs camps, les barbares commerçaient avec les Romains ou se querellaient entre eux, mais pendant que Rome célébrait sa victoire sur la Parthie et étouffait sous la peste. Sur les vastes étendues de l'Europe centrale et orientale, des peuples entiers se mirent en mouvement.
Tel un déplacement tectonique, la grande migration des Goths depuis le nord poussa les tribus germaniques et sarmates jusqu'aux frontières même de l'Empire. Ils ne demandaient plus des terres ou des alliances. Ils venaient pour le butin et l'espace vital, unis en de puissantes confédérations et prêts à tout. En 166 ou 167, cette avalanche humaine perça la frontière danubienne. Pour Marc Aurèle commença la guerre la plus terrible de sa vie, une guerre qui durera jusqu'à sa mort et qui exigera de lui et de l'Empire un effort surhumain. Les guerres marcomanes, c'est le nom générique d'une série de conflits que Rome mena de 166 à 180 contre une immense coalition de tribus germaniques et sarmates. Le noyau de cette coalition était les Marcomans, qui vivaient sur le territoire de la République tchèque actuelle, et les Quads, qui habitaient le territoire de la Slovaquie, mais des dizaines d'autres peuples s'y joignirent, les Iazyges, les Vandales, les Lombards, les Bures, les Naristes et bien d'autres. Les causes de cette explosion étaient complexes. Premièrement, il y eut la pression des Goths, qui migraient de la Scandinavie vers la mer Noire. Deuxièmement, la surpopulation et la détérioration du climat en Germanie même. Troisièmement, les barbares voyaient que l'Empire romain n'était affaibli par la peste et la guerre en Orient. Ils sentirent l'odeur du sang. La première invasion eut lieu en 166 ou 167. Un détachement de 6000 Lombards et Obii traversa le Danube en Pannonie, mais fut repoussé par les forces locales. Cependant, ce n'était qu'une reconnaissance. Peu de temps après, comme si les Marcomans, les Quads et d'autres tribus exigèrent de Rome l'autorisation de s'installer sur le territoire impérial. Ayant reçu un refus, ils déclenchèrent une guerre à grande échelle. La situation pour Rome était désespérée. L'armée était épuisée par la guerre en Orient et décimée par la peste. 2 légions durent être levées à la hâte. Elles reçurent les noms de Legio II Italica et Legio III Italica. Le trésor était vide. C'est alors que Marc organisa sa célèbre vente aux enchères des biens impériaux. À l'automne 167, les 2 empereurs, Marc et Lucius, se rendirent personnellement au nord, à Aquilée, pour diriger la défense. Le simple fait que les 2 Augustes quittent Rome témoignait de l'extrême gravité de la menace. Le début de la guerre fut catastrophique pour les Romains. Les hordes barbares percèrent la défense sur tout le Danube. Les Marcomans et les Quads traversèrent les Alpes et envahirent le nord de l'Italie. Ce fut un choc. Pour la première fois depuis la guerre des Cimbres, 250 ans auparavant, l'ennemi se trouvait sur le sol sacré de l'Italie. Les barbares assiégèrent et détruisirent la ville d'Opitergium, l'actuelle Oderzo, et assiégèrent le grand centre d'Aquilée. Le préfet du prétoire, Titus Furius Victorinus, tenta de les arrêter, mais son armée fut vaincue, et il périt lui-même. La panique s'empara de Rome. La ville n'avait pas vu d'ennemi à ses portes depuis Hannibal. Marc Aurèle ordonna de restaurer d'urgence les murailles de Lys, murailles de la ville, qui n'avaient pas été réparées depuis l'époque de la République. À ce moment critique, Marc se montra un commandant en chef calme et résolu. Il organisa la défense de l'Italie, transféra des légions de la frontière du Rhin et d'autres provinces. Il réussit à arrêter l'avancée des barbares et à les repousser d'Aquilée. Progressivement, au prix d'efforts énormes, les Romains commencèrent à repousser les envahisseurs au-delà des Alpes. Mais au début de 169, alors que les empereurs retournaient à Rome depuis Aquilée, un nouveau malheur survint. Lucius Verus, qui n'avait jamais eu une santé robuste et qui, selon les rumeurs, avait été gravement atteint par la peste, mourut subitement d'une apoplexie. Marc Aurèle resta seul face à la guerre et à un empire en crise. Il ramena le corps de son frère à Rome, lui organisa de somptueuses funérailles et le divinisa. Désormais, toute la plénitude du pouvoir et toute la responsabilité de l'issue de la guerre reposaient sur ses épaules. À partir de ce moment, Marc Aurèle se trouva presque en permanence sur la frontière danubienne.
Son quartier général principal devint la ville de Carnuntum en Pannonie, située non loin de l'actuelle Vienne. La guerre se transforma en une série de campagnes épuisantes et cruelles. Ce n'était pas une guerre classique avec de grandes batailles, mais une guérilla sans fin dans les forêts et les marais de Germanie, des expéditions punitives, des sièges de villages barbares, la défense des frontières contre des raids constants. En 170, l'Empire subit une autre terrible défaite. 20 000 soldats romains furent écrasés dans une bataille dont l'emplacement exact est inconnu, et le légat de Pannonie périt. La tribu des Costoboches, qui vivait dans les Carpates, perça à travers toute la Mésie et la Thrace, atteignit la Grèce et pilla le célèbre sanctuaire d'Éleusis. Mais Marc ne se rendit pas. Il reconstruisit méthodiquement l'armée et la défense. Il divisa le front danubien en 2 secteurs. Lui-même commandait les troupes contre les Marcomans et les Quads, et pour lutter contre les Sarmates Iazyges à l'est, il nomma les meilleurs généraux, comme le futur empereur Pertinax. Pas à pas, avec une persévérance incroyable, les Romains commencèrent à renverser le cours de la guerre. C'est à cette période que se rapportent 2 épisodes célèbres, que la propagande romaine qualifia de miracles. Le premier épisode est connu comme le miracle de la pluie et se produisit vers 172. Au cours d'une campagne au cœur du territoire des Quads, l'armée romaine se retrouva encerclée et souffrait de la soif sous un soleil de plomb. Alors que la mort semblait inévitable, un terrible orage éclata soudainement. Une pluie torrentielle abreuva les soldats romains et les sauva, tandis que la foudre et la grêle s'abattirent sur les barbares, provoquant la panique parmi eux et permettant aux Romains de remporter la victoire. Les auteurs païens attribuèrent ce miracle aux prières de Marc Aurèle et à l'intervention de Jupiter. Les apologistes chrétiens, comme Tertullien, affirmèrent que le miracle s'était produit grâce aux prières des soldats chrétiens de la 12e Légion. Fulminata. Le second épisode, le miracle de la foudre, eut lieu vers 173. Au cours d'une bataille contre les Iazyges, un énorme engin de siège barbare fut détruit par un coup de foudre. Cet événement fut également interprété comme un signe de la protection divine de l'empereur. Ces 2 soi-disant miracles furent immédiatement immortalisés sur des monnaies et sur les reliefs de la colonne de Marc Aurèle à Rome, devenant un puissant instrument de propagande qui relevait le moral de l'armée et de la population. En 175, au prix de pertes et d'efforts incroyables, Marc réussit à remporter la victoire dans la première phase de la guerre. Il écrasa les Marcomans et les Quads et se préparait à transformer leurs terres, ainsi que celles des Iazyges, en de nouvelles provinces romaines, la Marcomanie et la Sarmatie. Cela aurait repoussé la frontière de l'Empire loin au nord et à l'est, créant une zone tampon et sécurisant à jamais l'Italie. Mais c'est à ce moment décisif, alors que la victoire était si proche, qu'arriva une nouvelle qui lui porta un coup dans le dos. De l'Orient parvint la nouvelle d'une rébellion. Imaginez la scène, une nuit profonde sur les rives du Danube gelé. Derrière la fine toile de la tente de campagne, le vent glacial hurle et l'on entend les cris des sentinelles. Autour, le camp d'une armée épuisée, exsangue, menant une guerre interminable et cruelle contre les barbares. Et à l'intérieur, à la lueur vacillante d'une lampe à huile, est assis un homme vêtu d'un simple manteau de soldat. C'est le maître du monde, l'empereur César Marc Aurèle Antonin Auguste. Mais il n'écrit pas des ordres ni des rapports de guerre. Il écrit pour lui-même. De courtes notes, des aphorismes, des préceptes à son propre usage. Il essaie, dans le chaos de la guerre, du sang et de la mort, de trouver un ordre, un sens et la paix de l'âme. C'est ici, aux confins de la civilisation, au cœur même du monde barbare, que naît l'un des plus grands documents philosophiques de l'histoire de l'humanité, un livre que la postérité appellera « À moi-même » ou « Pensée ».
Les pensées de Marc Aurèle sont un monument unique. Ce n'est pas un traité écrit pour être publié. Ce n'est pas un sermon adressé à des disciples. C'est un journal intime, une conversation intime avec sa propre âme, que l'empereur a tenue pendant les années les plus difficiles de sa vie, principalement pendant les guerres marcomanes. Il prenait ses notes en grec, la langue de la philosophie, et non en latin, la langue du pouvoir et de la loi. Il titrait certaines sections avec des indications comme « chez les quads »,« sur le gran » ou « à carnuntum ». C'étaient ses exercices quotidiens, une gymnastique spirituelle qui lui permettait de conserver son humanité et sa santé mentale dans des conditions inhumaines. Pour comprendre la profondeur des pensées, il faut constamment se souvenir du contexte dans lequel elles ont été créées. Marc, un homme qui appréciait par-dessus tout le silence, la tranquillité et la contemplation, fut contraint de passer près de 10 ans à l'épicentre de la violence. Chaque jour, il voyait la mort, la souffrance, la cruauté. Il prenait des décisions dont dépendait la vie de milliers de personnes. Il portait sur ses épaules le fardeau de la responsabilité d'un empire qui se désagrégeait. Et la philosophie stoïcienne devint pour lui non pas un passe-temps intellectuel, mais une bouée de sauvetage, le seul instrument de survie. L'idée centrale des pensées est la doctrine stoïcienne de la dichotomie du contrôle. Il y a des choses qui sont en notre pouvoir, et il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. En notre pouvoir se trouvent nos pensées, nos jugements, nos aspirations, notre attitude face aux événements. Hors de notre pouvoir se trouvent notre corps, notre santé, notre réputation, les actions des autres, les catastrophes naturelles, la guerre, la mort. Le bonheur et la paix de l'âme, que les stoïciens nommaient apathie, consistent, selon eux, à concentrer tous ses efforts sur ce qui est en notre pouvoir et à accepter tout le reste comme une évidence, comme une partie de l'ordre universel qui est gouverné par la raison divine, ou logos. Marc se le rappelle constamment. Ton devoir est d'être comme un rocher contre lequel les vagues se brisent sans cesse. Il reste debout, et autour de lui s'apaise l'eau qui s'enfle. Il s'apprend à regarder les horreurs de la guerre avec les yeux d'un philosophe. La mort, c'est un processus naturel de décomposition en éléments primaires, un retour à la nature. La douleur, ce n'est qu'une sensation corporelle qui ne doit pas affecter ton esprit, ta partie dirigeante de l'âme. Les ennemis, ils agissent mal seulement par ignorance, ne comprenant pas ce qu'est le vrai bien et le vrai mal. Il ne faut pas les haïr, mais les plaindre et tenter de les remettre sur le droit chemin. Le meilleur moyen de se venger est de ne pas ressembler à celui qui se venge. Un autre thème essentiel est la conscience de la fugacité, de l'éphémère de toute chose. Marc médite constamment sur le thème du temps. Il imagine l'abîme infini du passé et de l'avenir, et comprend à quel point la durée de la vie humaine est insignifiante. Alexandre de Macédoine et son muletier se sont retrouvés dans la même situation après la mort. Soit ils ont été de nouveau absorbés dans les raisons séminales de l'univers, soit ils se sont également dispersés en atomes. La gloire, la richesse, le pouvoir, tout cela n'est que fumée, vanité, claquement de langue. Cette pensée ne le plonge pas dans la dépression, mais au contraire, le libère. Si tout est passager, il ne faut pas s'attacher aux choses et s'inquiéter de leur perte. La seule chose qui importe est de vivre sa courte vie dignement, en accord avec la nature, tant la sienne propre, c'est-à-dire rationnelle, que l'universel, c'est-à-dire avec le logos. De là découle la troisième idée clé, l'idée du devoir. Vivre en accord avec la nature pour l'homme, en tant qu'être social, signifie servir le bien commun. Ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas utile à l'abeille. Marc voyait son pouvoir impérial non pas comme un privilège, mais comme un service au genre humain. Il se rappelle constamment qu'il doit se lever le matin,
même s'il n'en a pas envie, parce qu'il a un travail à faire. Il doit être juste, clément, honnête, courageux. Non pas parce qu'une récompense l'attend au ciel, car les stoïciens étaient pour la plupart matérialistes et ne croyaient pas à l'immortalité de l'âme au sens chrétien du terme, mais parce que tel est son devoir en tant qu'homme et en tant qu'empereur. Vis comme si tu devais maintenant faire tes adieux à la vie, et chaque instant qui t'est accordé au-delà de l'attente serait pour toi un pur gain. Pensées sont un document stupéfiant de l'esprit humain. Il n'y a pas de système cohérent, les pensées se répètent souvent, sautent d'un sujet à l'autre, mais c'est dans ce chaos que résident leur force et leur sincérité. Nous ne voyons pas la façade polie du philosophe empereur, mais un homme vivant dans sa lutte contre lui-même. Nous voyons ses doutes, sa fatigue, son dégoût de la flatterie de la cour et de l'agitation. Chaque matin, dis-toi, aujourd'hui, je devrais faire face à des gens insolents, ingrats, arrogants, menteurs, envieux, insociables. Mais il ajoute aussitôt qu'il ne doit pas se mettre en colère contre eux, car ils sont ses semblables, des parcelles de cette même raison universelle. Le livre de Marc Aurèle est la quintessence de sa personnalité. Un homme doté d'un pouvoir absolu écrit un hymne à la modération et à la maîtrise de soi. Un général menant la guerre la plus cruelle prêche le pardon universel et l'amour de l'humanité. Un souverain entouré de luxe médite sur la vanité de toute chose terrestre. Les pensées ne sont pas un simple texte philosophique. C'est un guide pratique pour la survie de l'âme en enfer. Et le fait qu'il ait été écrit sur les champs de bataille, en fait, l'un des témoignages les plus puissants et les plus inspirants de la force de l'esprit humain. L'an 175. La victoire sur le Danube était proche. Marc Aurèle, épuisé par des années de guerre, se préparait à fonder de nouvelles provinces et à sécuriser à jamais la frontière nord. Il semblait que le but de sa vie était sur le point d'être atteint. Et à ce moment précis, comme un coup de poignard dans le dos, une nouvelle arriva de l'Est, capable de tout anéantir. Caius Avidius Cassius, le général le plus illustre de l'Empire, le héros de la guerre parthique, le gouverneur de tout l'Orient, s'était proclamé empereur. La rébellion n'était pas le fait d'un aventurier sans nom, mais d'un homme en qui Marc avait une confiance absolue. L'Empire, déjà déchiré par la guerre et la peste, se trouvait au seuil de la guerre civile. Pour le stoïcien sur le trône, ce n'était pas une simple trahison politique. C'était un coup porté à sa foi en l'homme et la plus dure épreuve de ses principes philosophiques. Caius Avidius Cassius était une figure brillante et charismatique. Il était né dans la ville syrienne de Cyrrhus. Son père était un rhéteur célèbre. Cassius avait fait une brillante carrière militaire. C'était un véritable général de soldats, dur, exigeant, maintenant dans ses troupes une discipline de fer. Des légendes circulaient sur sa sévérité. Il aurait ordonné de couper les mains des déserteurs et de crucifier les centurions fautifs. Mais les soldats le respectaient et le craignaient. C'est lui qui fut le principal architecte de la victoire dans la guerre parthique. Ce sont ces légions qui prirent Ctésiphon. Après la guerre, Marc Aurèle le nomma gouverneur de Syrie, puis lui donna des pouvoirs extraordinaires sur toutes les provinces orientales, de l'Égypte à la Cappadoce. De fait, Cassius était le vice-roi de l'Orient. Qu'est-ce qui le poussa à la rébellion? Les raisons étaient multiples. Premièrement, ses propres ambitions. Il se considérait plus digne du trône que le vieillard philosophe Marc. Il se positionnait comme un partisan de la manière forte, affirmant que l'Empire avait besoin de discipline et non de dissertation philosophique. Deuxièmement, il était soutenu par l'aristocratie orientale locale, mécontente que toute l'attention et les ressources soient consacrées à la guerre du Danube. Mais le déclencheur fut une fausse rumeur. Au début de l'an 175, la nouvelle se répandit dans les provinces orientales que Marc Aurèle, dont la santé était en effet minée par des années de campagne, était mort sur le Danube.
Sans attendre de confirmation, Avidius Cassius se proclama immédiatement empereur. Il fut soutenu par les légions stationnées en Syrie, en Palestine et en Égypte. L'Égypte était une région clé, le grenier de Rome, et sa perte pouvait provoquer la famine dans la capitale et paralyser l'Empire. Certaines sources antiques, notamment Dion Cassius et l'Histoire Auguste, ajoutent à cette histoire un détail piquant. L'impératrice Faustine elle-même aurait incité Cassius à la rébellion. Selon leur version, elle, inquiète de la santé fragile de son mari et craignant pour l'avenir de son jeune fils Commode en cas de mort de Marc, aurait secrètement correspondu avec Cassius et lui aurait promis sa main et le trône si l'empereur mourait. Cette version est très probablement une calomnie malveillante, visant à noircir la mémoire de Faustine. Marc lui-même n'a jamais manifesté la moindre ombre de doute sur la fidélité de sa femme et, après sa mort, a insisté sur sa divinisation. Lorsque la nouvelle de la rébellion parvint au camp de Marc sur le Danube, ce fut un choc pour tous, mais la réaction de l'empereur stupéfia même son entourage le plus proche. Il ne tomba ni dans la colère ni dans le désespoir. Il rassembla les soldats et prononça un discours que rapporte Dion Cassius dans son « Histoire romaine ». Dans ce discours, il n'y a aucune haine envers le traître. Au contraire, Marc exprime le regret de devoir peut-être s'engager dans une guerre civile. Il dit que son seul désir est de pardonner à Cassius s'il se repent et de montrer au monde un exemple de la manière dont on peut résoudre un tel conflit sans effusion de sang. « La seule chose que je crains, guerrier, dit-il, c'est qu'il se tue lui-même, honteux de paraître devant moi, ou que quelqu'un d'autre le tue. Alors je serai privé de la grande récompense de la victoire, à savoir pardonner à un homme qui m'a offensé. » C'était le discours d'un véritable stoïcien. Mais derrière le calme philosophique se cachait un calcul sobre. Marc comprenait qu'une guerre civile serait un arrêt de mort pour l'Empire. Elle ouvrirait la frontière danubienne aux barbares et détruirait tout ce qui avait été accompli à un prix si terrible. C'est pourquoi il agit rapidement et résolument. Il conclut une paix hâtive mais avantageuse avec les Yazidjés, renonçant au plan de création de nouvelles provinces, et dirigea immédiatement son armée aguerrie du Danube vers l'Orient. Heureusement pour Marc, la rébellion fut de courte durée. Dès que l'on apprit en Orient que l'empereur était vivant et en marche avec son armée, le soutien à Cassius commença à fondre. Le gouverneur de Cappadoce, Martius Verus, qui était resté fidèle à Marc, commença à agir contre les rebelles. Le Sénat à Rome déclara immédiatement Cassius ennemi de l'État. L'issue était scellée. 3 mois et 6 jours après le début de la rébellion, Avidius Cassius fut tué par ses propres soldats, par un centurion nommé Antonius. Sa tête fut apportée à Marc Aurèle. L'empereur, dit-on, refusa de regarder la tête de son ennemi et ordonna qu'elle soit enterrée avec les honneurs. Il tint sa parole. Aucun des partisans de Cassius, à de rares exceptions près, ne fut exécuté. Leurs biens ne furent pas confisqués. Il interdit même au Sénat de mener une enquête trop sévère. Il épargna les enfants de Cassius et leur assura une vie digne. Cet acte de clémence était sans précédent dans l'histoire romaine, où les rébellions se terminaient toujours par des proscriptions sanglantes. Malgré la répression rapide de la rébellion, Marc décida de se rendre personnellement en Orient pour rétablir l'ordre et la loyauté des provinces. Sa femme Faustine et son fils Commode l'accompagnèrent. Ce voyage fut pour lui une autre dure épreuve. En chemin, dans un petit village de Cappadoce, Halala, sa femme bien-aimée Faustine, qui l'avait accompagné dans toutes ses campagnes et avait reçu des soldats le titre honorifique de Mater Castrorum, qui se traduit par « mère des camps », mourut subitement. Les causes de sa mort sont inconnues, peut-être une maladie, peut-être un accident. Pour Marc, ce fut une perte personnelle très lourde. Il fonda sur le lieu de sa mort la ville de Faustinopolis et obtint du Sénat sa divinisation. Il poursuivit son chemin. Il visita la Syrie, où il fit preuve de clémence envers les habitants d'Antioche
qui avait soutenu la rébellion. Puis il se rendit en Égypte. En chemin, il s'arrêta à Athènes, centre de la philosophie grecque, où il fut initié au mystère d'Éleusis et créa 4 chaires de philosophie pour toutes les grandes écoles, platonicienne, aristotélicienne, stoïcienne et épicurienne, attribuant au professeur un salaire d'État. Ce fut un geste de profond respect pour la sagesse, qui était pour lui une étoile directrice. À l'automne 176, après près de 8 ans d'absence, Marc Aurèle retourna à Rome et célébra un triomphe, cette fois sur les Germains et les Sarmates. À ses côtés, dans le char, se trouvait son fils de 15 ans, Commode, qu'il fit son co-empereur, lui donnant le titre d'Auguste. La guerre civile avait été évitée. L'Orient était pacifié. Il semblait que l'empereur épuisé pourrait enfin se reposer. Mais ce ne fut qu'une courte trêve. Les barbares sur le Danube, profitant de son absence, avaient de nouveau rompu la paix. Le dernier acte de la tragédie était encore à venir. Rome accueillait son empereur en triomphe. Après 8 ans de guerre et de troubles, Marc Aurèle était de retour dans la capitale en vainqueur. Il semblait que les pires tempêtes s'étaient passées. Mais sur le visage du philosophe vieillissant se lisait déjà l'ombre du crépuscule. Sa santé était minée, son âme meurtrie par les pertes. Et devant lui se posait la dernière et peut-être la plus douloureuse question de sa vie, celle de son successeur. Le système des empereurs adoptifs, qui avait offert à Rome un siècle de prospérité, allait faillir. À ses côtés se tenait son propre fils, Commode, et le choix que fera Marc deviendra son erreur la plus controversée et la plus tragique. Était-ce un amour paternel aveugle ou une tentative désespérée de prévenir une nouvelle guerre civile? Ce choix scellera le destin de l'Empire pour les décennies à venir et deviendra l'épilogue sombre de la vie du philosophe sur le trône. De retour à Rome en 176, Marc Aurèle passa un peu plus d'1 an dans la capitale. Ce fut une période de paix relative et de tentative de restaurer une vie normale dans un empire épuisé. Il s'occupa de la législation, rendit la justice, organisa de généreuses distributions d'argent à la population, essayant d'atténuer les conséquences de la crise. Il publia également ses mémoires sur les guerres marcomanes qui, malheureusement, n'ont pas été conservées. L'événement central de cette période fut l'ascension de son seul fils survivant, Lucius Aurelius Commodus. Marc, contrairement à ses prédécesseurs, avait un héritier direct par le sang, et il fit tout pour assurer une transmission du pouvoir douce et incontestée. Dès 175, lors de la rébellion de Cassius, il avait fait venir Commode, alors âgé de 14 ans, sur le front et l'avait revêtu de la toge virile, la toge d'adulte. En 176, Commode partagea le triomphe de son père. Et en 177, Marc fit le pas décisif. Il accorda à son fils de 16 ans le titre d'Auguste, faisant de lui un co-empereur de plein droit. Cette décision suscite encore aujourd'hui de vifs débats parmi les historiens. Pourquoi Marc Aurèle, quintessence de la sagesse et de la perspicacité, élève du système des meilleurs, choisit-il pour successeur un jeune homme dont le caractère suscitait déjà de sérieuses inquiétudes? Commode était tout le contraire de son père. Il ne manifestait aucun intérêt ni pour la philosophie, ni pour les affaires de l'État. Sa passion, c'étaient les chevaux, les combats de gladiateurs, les plaisirs grossiers. Il était physiquement fort, beau, mais en même temps vaniteux, capricieux et cruel. Pourquoi donc Marc fit-il cela? Plusieurs motifs l'animèrent probablement. Premièrement, le principe dynastique. L'idée de la monarchie héréditaire était déjà profondément ancrée dans la conscience des Romains. Refuser de transmettre le pouvoir à son propre fils aurait pu être perçu comme son humiliation publique et provoquer l'instabilité. Deuxièmement, l'amère expérience de la rébellion d'Avidius Cassius. Marc avait vu avec quelle facilité une lutte pour le pouvoir pouvait éclater à la moindre incertitude. En nommant Commode co-empereur, il indiquait clairement et sans ambiguïté à tous les usurpateurs potentiels que la question de la succession était réglée.
C'était une tentative de prévenir une nouvelle guerre civile après sa mort, qu'il pressentait. Troisièmement, l'amour et l'espoir paternel. Peut-être Marc a-t-il cru jusqu'au bout qu'il pourrait éduquer son fils, que le fardeau de la responsabilité le changerait. Il entoura Commode des meilleurs conseillers, tenta de lui inculquer le sens du devoir. Dans ses pensées, il remercie les dieux que son fils ne se soit pas révélé, faible d'esprit ou vicieux. Peut-être fermait-il simplement les yeux sur les pires traits de son caractère, espérant le meilleur. Quoi qu'il en soit, le choix était fait. Mais la vie paisible à Rome ne dura pas longtemps. En 178, les barbares sur le Danube, violant les traités conclus avant la campagne d'Orient, envahirent de nouveau le territoire de l'Empire. Les Marcomanes et les Quades relevèrent de nouveau la tête. L'empereur âgé et malade dut de nouveau partir en guerre. Le 3 août 178, Marc Aurèle et son coempereur de 17 ans, Commode, quittèrent Rome et se dirigèrent vers la frontière danubienne. C'était sa dernière guerre. La seconde guerre marcomane ne fut pas moins cruelle que la première. Marc installa de nouveau son quartier général à Carnuntum, puis peut-être à Vindobona, sur le site de la Vienne actuelle. Il agit avec détermination et succès. Le plus grand général romain de l'époque, Tarutenius Paternus, écrasa une immense armée de barbares. Les Romains traversèrent de nouveau le Danube et menèrent des opérations militaires en territoire ennemi. Les plans de création des provinces de Marcomanie et de Sarmatie furent ravivés. La victoire était proche, mais les forces de l'empereur étaient à bout. Des années de guerre, une tension constante, des tragédies personnelles et peut-être cette même peste qui avait dévasté son empire avaient miné sa santé. Au début de l'an 180, il tomba gravement malade. Comprenant qu'il allait mourir, il fit venir Commode et, en présence de ses plus proches amis et conseillers, lui adressa un dernier discours. Il conjura son fils de mener la guerre à une fin victorieuse, de ne pas céder aux tentations du luxe et du pouvoir, d'écouter les sages conseillers. Le 17 mars 180, à l'âge de 58 ans, Marc Aurèle s'éteignit. Le lieu exact de sa mort est inconnu, soit Vindobona, soit Sirmium en Pannonie. La cause de sa mort fut très probablement cette même peste antonine, bien que certaines sources tardives aient avancé la version d'un empoisonnement organisé par Commode, mais elles ne trouvent aucune confirmation. Ces dernières paroles, adressées à un serviteur qui lui demandait le mot de passe du jour, furent « Va vers le soleil levant, car moi, je suis déjà au couchant. » Le corps de l'empereur fut transporté à Rome. Le Sénat et le peuple le pleurèrent saintement, sincèrement. Il fut immédiatement divinisé, ses cendres inhumées dans le mausolée d'Adrien. Dans tout l'Empire, des statues furent érigées en son honneur, et de nombreuses personnes simples conservaient ses portraits dans leurs maisons comme des icônes. Mais avec sa mort, toute une époque s'achevait. Commode, attendant à peine la mort de son père, mit immédiatement fin à la guerre. Il conclut avec les barbares une paix que beaucoup jugèrent honteuse, abandonna toutes les conquêtes de son père et se hâta de retourner à Rome au plaisir et au divertissement. L'époque des 5 bons empereurs était terminée. L'âge d'or céda la place à un âge de fer et de rouille, comme l'avait prédit l'historien Dion Cassius. Le philosophe sur le trône était parti, laissant derrière lui un empire au seuil du chaos, et un fils qui deviendra l'un des tyrans les plus fous et les plus cruels de l'histoire de Rome. La mort de Marc Aurèle ne fut pas seulement la fin d'un règne, elle devint une frontière symbolique, la ligne de partage entre 2 époques. Avec lui disparut l'ère de la paix romaine dans son acception classique, une ère de stabilité, de légalité et d'un gouvernement relativement éclairé. Commença un long et douloureux processus de déclin que les historiens appelleront la crise du IIIe siècle. Le testament du philosophe sur le trône fut presque immédiatement trahi par son propre fils, puis par une succession de empereurs-soldats qui allaient déchirer l'Empire dans leur lutte pour le pouvoir.
L'héritage de Marc Aurèle se révéla profondément paradoxal. D'une part, en tant qu'empereur, il laissa à son successeur un État épuisé par près de 20 ans de guerre et une épidémie sans précédent. Son système financier était sapé, son armée affaiblie, et les pertes démographiques étaient irréparables. Sa décision la plus controversée, la transmission du pouvoir à Commode, se mua en catastrophe. De ce point de vue, son règne peut être considéré comme le début de la fin de l'âge d'or. Des historiens comme Edward Gibbon voyaient en lui un souverain noble mais tragique, dont les efforts n'avaient fait que retarder l'effondrement inévitable. Mais il y a une autre facette de son héritage, bien plus durable et significative. C'est l'héritage non pas de l'empereur, mais du philosophe. Ses pensées, ce journal intime écrit pour lui-même dans une tente de campagne, ont survécu et à son empire, et à toutes les époques suivantes. Ce petit livre est devenu l'un des best-sellers éternels de la littérature mondiale, une source de réconfort et de sagesse pour d'innombrables générations. De Frédéric le Grand à Bill Clinton, des soldats dans les tranchées de la Première Guerre mondiale aux entrepreneurs modernes de la Silicon Valley, des gens de destins et de professions les plus divers ont trouvé dans les mots de l'empereur romain des réponses aux questions éternelles. Quel est donc le secret de cette popularité persistante? Marc Aurèle ne propose pas de solution facile ni de révélation métaphysique. Sa philosophie est extrêmement pratique. Il enseigne le courage face à l'adversité, la maîtrise de soi dans un monde de chaos, le service du bien commun dans un monde égoïste. Il montre par son propre exemple que la dignité humaine ne réside pas dans les réalisations extérieures, mais dans l'intégrité intérieure, dans la capacité à conserver la clarté d'esprit et la bonté de cœur dans les circonstances les plus insupportables. Les jugements historiques sur sa personne varient. Pour certains, il est le philosophe sur le trône idéal, le rêve platonicien devenu réalité. Pour d'autres, un dogmatique fatigué et quelque peu rigide, dont l'attachement au stoïcisme l'empêchait de voir la réalité, en particulier en ce qui concernait sa propre famille. D'autres encore soulignent la cruauté de ses guerres et les persécutions contre les chrétiens qui eurent lieu sous son règne. Comme preuve que même le souverain le plus sage ne peut échapper au sang et à la violence inhérents au pouvoir. Mais peut-être la véritable grandeur de Marc Aurèle réside-t-elle précisément dans cette rupture tragique entre l'idéal et la réalité. Il n'était pas un dieu descendu sur terre. C'était un homme qui menait chaque jour un combat contre les barbares à la frontière, contre la peste dans les villes, contre les traîtres à la cour. Mais sa plus grande bataille se déroulait au plus profond de sa propre âme. C'était une bataille pour la préservation de la raison, de la clémence et du sens du devoir dans un monde qui semblait avoir perdu la tête. Il n'a pas remporté cette bataille de manière définitive. Il n'a pas pu sauver l'empire du déclin et n'a pas pu élever un fils digne de ce nom. Mais le fait même de cette lutte, immortalisée sur les pages de son journal, devint sa principale victoire et son héritage immortel. L'histoire de Marc Aurèle n'est pas une histoire de succès au sens habituel du terme. C'est le drame éternel d'un homme qui a pris sur ses épaules tout le poids du monde et l'a porté jusqu'au bout, ne trouvant de soutien que dans la force de son propre esprit. Et c'est en cela que son écho continue de résonner dans les couloirs de l'éternité, nous rappelant que même dans les ténèbres les plus épaisses, on peut et on doit chercher la lumière en soi.